Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va voir l'utilisation des variables dans un programme VBA. Alors pour cela, je vais lancer l'éditeur intégré. Donc cliquez tout droit sur la feuille et puis visualiser le code. Donc le premier type que nous allons voir, c'est le type entier. Et donc là, je vais créer une petite subroutine pour tester, je vais l'appeler test integer. Voilà. Alors, je vais déclarer une variable dim I as integer. Puis, je vais dire par exemple for i égale à 0 to, disons, 1000 ou 10 000. OK, pour ne pas perdre de temps. Donc, je vais ajouter un pas assez grand, step 1000 par exemple. Et là, je vais utiliser la fenêtre d'exécution pour imprimer le résultat. Et pour cela, je vais utiliser debug.print, la valeur de i. Et puis, je ferme la boucle avec next. Donc, j'exécute. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai toutes les valeurs de 0 jusqu'à 10 000 avec un pas de 2000. OK. Alors, je voudrais en savoir plus sur la fonction plutôt le type integer. Donc, je pose le curseur sur integer et je clique sur F1 pour demander de l'aide. Alors, qu'est-ce que j'apprends? En fait, que les variables de type integer sont stockées sous la forme de nombres de 16 bits, donc 2 octets. Et puis, ce sont des valeurs signées. C'est entre moins 32 768 et 32 767. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que euh, les entiers ils vont être codifiés sous forme de 16 bits, dont un du poids le plus grand est réservé pour le signe. Alors, je vais par exemple lancer la calculatrice pour voir à quoi ça correspond ce nombre 32 767. OK, donc je vais switcher vers le, la version programmeur. Et donc là, je vais taper 32 737. Et la conversion de 32 767, je me suis trompé, 32 767. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois? En fait, que le plein est obtenu pour le premier bit à 0. On a dit que c'est réservé pour le signe. 0, c'est positif, 1, c'est négatif. Et puis, j'ai 1 partout. Ça, c'est le maximum que je peux avoir avec 2 octets, 16 bits, 4 demi-octets. Hein, en hexadécimal, ça s'écrit 7FFF. Et je vois que tous les demi-octets, ils sont au maximum F. OK? Donc, c'est pour cela qu'on obtient cette valeur. D'ailleurs, si j'écris 32 768, voilà, donc j'ai tous les, euh, tous les bits. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est le 1 euh, qui correspond pour un nombre sur 2 octets, qui a le poids le plus fort, qui est à 1. D'ailleurs, ce que je peux faire aussi, c'est aller sur Google et puis dire 32 767 in binary ou bien en binaire. Et là, il va faire la conversion. Et je vois là aussi que tous les bits sont à 1, sauf le premier qui est à 0, qui signifie que le nombre est positif. Et 30, 68, on va avoir, voilà, le premier bit, elle est à 1, ça veut dire que le nombre est négatif et égal à 32 768.
Alors, revenons maintenant sur la page. Je vois aussi que le caractère de déclaration de type pour integer, il le signe pourcentage. Donc, on va revenir sur Excel. Alors, nous avons vu dans une autre vidéo que, en fait, si je déclare une variable sans spécifier le type, on a vu que c'était il va être de type variant. Print la valeur de i. Alors, en fait, bon, je peux le tester, on l'a déjà fait, c'est pas la peine. Mais là, ce que je vais faire, c'est, je vais dire dim i pourcentage, puisque sur la page d'aide, il me dit que pourcentage, ça signifie que la variable est de type integer, et c'est pas la peine de le spécifier. C'est ce qu'on va faire. On va placer un point d'arrêt, et on va exécuter cette procédure. Et donc là, je vais voir les variables locales. Et qu'est-ce qu'on me dit? En fait, que i, il est initialisé à 0 et il est de type integer, bien qu'on n'ait pas spécifié le type integer. Donc voilà ce que cela veut dire. OK, donc on revient sur la page. Bon, en fait, je vais vous montrer quelque chose. CTRL A, j'efface la fenêtre d'exécution, CTRL A, supprimer. Et donc là, on a vu que pour integer, le maximum, c'est 32 767. Et donc là, si je demande à ce que i varie de 0 jusqu'à 100 000, ça dépasse les 32 767 et on verra. Je vais supprimer ça. Et donc, ça va provoquer un problème. Lequel? D'accord? En exécutant. Et voilà. Voilà le problème. Il me dit dépassement de capacité. Ça veut dire quoi? Euh, ça veut dire que en fait, il a commencé par 0, puis le suivant c'est 10 000, puis 20 000, puis 30 000, ça va, et puis 40 000, il n'a pas de place pour 40 000, puisque le maximum qu'il peut mettre dans une variable de type integer, c'est 32 767. Et donc, ça provoque une erreur, un dépassement de capacité ou bien un overflow. Donc, maintenant, c'est quoi c'est quoi la solution? En fait, c'est de choisir un type plus grand. Donc, si je clique sur Résumer des types de données, en fait, je vois qu'il y a d'autres types. Par exemple, long, voilà. Il est codé sur 4 octets au lieu de 2. Et donc, ça peut aller jusqu'à 2 milliards et quelques. Et donc là, en revenant à notre programme, on va changer integer par donc, si je change integer en long, là, on va exécuter, on va voir qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on peut aller jusqu'à 2 milliards et quelques, et là, on est très en dessous de la valeur limite. Donc, ça correspond à quoi, ce chiffre de 2 milliards 147 millions, etc. Donc, on va revenir à la calculatrice. Voilà. Je passe en mode standard ou scientifique. OK? Alors, puisque en fait, long, c'est codifié sur 4 octets, ça veut dire 4 x 8, 32, 1 réservé pour le signe, donc il me reste, 31. Et donc, si je calcule 2 à la puissance 31, voilà, et voilà, je retrouve le
chiffre négatif, 2 147 483 648. Et puis si je retranche 1, parce que je vais avoir le nombre qui est égal à 0, 1, 1, 1, 1, 1 partout sur 31 bits, et donc il doit être impair. Et donc c'est le chiffre qui précède celui-là. D'ailleurs, si... ok, je vais -1 pour vérifier. Voilà. Je ne sais pas s'il va garder la valeur. Et donc si je passe dans... Non, il ne l'a pas gardé, c'est pas grave. Donc je vais l'écrire 247 483 647. Et voilà, je vérifie bien que pour 32 bits, ce nombre, il correspond à 0 au niveau du poids le plus fort, et donc c'est un signe positif, et partout j'ai des 1. Qu'est-ce que je peux avoir aussi? Je vois que je peux avoir plus si j'utilise 8 octets. OK? Et donc là, je peux aller donc je peux aller jusqu'à un chiffre que j'arrive pas à prononcer tellement elle est lent. C'est des milliards de milliards. OK? Euh, et là, 8 octets, ça correspond à 64 bits, et on sait qu'il y a encore des systèmes d'exploitation qui sont qui n'arrivent pas à manipuler en fait des nombres en 64 bits. C'est pour cela que Microsoft il a introduit ce type-là, langue PTR. Et là, si on est sur un système 32 bits, ça va utiliser 4 octets, donc on sera limité à 32 bits. Et si on est sur un système 64 bits, on va utiliser les 64 bits, donc les 8 octets. Et donc, si on revient à notre programme, donc si on change en long, j'efface la fenêtre d'exécution, voilà. Et puis long PTR, ça marche aussi. J'efface la fenêtre d'exécution, et voilà. Donc ça marche. Donc comme pour integer, je peux ne pas déclarer le type et utiliser un symbole. Alors pour le symbole pour long, en fait c'est chapeau. Et là en fait j'ai pas besoin de répéter à chaque fois le symbole. Là c'est pour dire que i c'est une variable de type long, long. Donc je vais arrêter l'exécution en ce point-là pour vérifier quel est le type, hein, pour vérifier est-ce que c'est un variant ou autre chose. Donc je clique, je demande les variables locales, et là qu'est-ce que je vois? En fait, i, elle est de type long. Et donc voilà, donc je peux continuer l'exécution en utilisant des symboles particuliers, donc on n'a pas besoin de déclarer en toutes lettres le type d'une variable. Pour le type long, on peut utiliser le et commercial. Donc là, ça veut dire je déclare i comme variable et d'après le symbole utilisé, elle est de type long. Donc vérifiant, hein, j'exécute, je lance la fenêtre des variables locales et je vois effectivement que i elle est de type long. Alors on rappelle que si je mets rien, en fait ça va être variant. Et ce n'est qu'après, une fois on l'utilise, que l'interpréteur va deviner de quoi il s'agit. Donc voilà, donc j'exécute. Donc maintenant sans symbole, je lance la fenêtre des variables locales. Et là, effectivement, je vois que le type est des variants. Et puisqu'on ne l'a pas encore initialisé, il est vide, donc empty. Voilà. Alors, d'autres types sont possibles. Il y a Boolean, donc pour vrai ou faux. En fait, c'est pour des raisons historiques. Sinon,
on ne comprend pas pourquoi on a besoin de 2 octets pour stocker vrai ou faux, 0, 1. Donc là, c'est pour des raisons historiques pourquoi nous avons 2 octets. Il y a aussi byte pour les petits compteurs. C'est codifié sur 8 bits, donc 1 octet, et les valeurs varient de 0 à 255. Donc si on a un petit compteur qui ne dépasse pas 255, autant utiliser byte. Currency, c'est une variable qui est utilisée, hein, c'est un type qui est utilisé pour les données monétaires. Et en fait, c'est un nombre réel et donc qui peut avoir des chiffres après la virgule. Euh, Currency, en fait, elle est codée sur 64 bits, ok? Donc 8 octets, non pas 8 bits, c'est 8 octets, il y a une erreur ici. Euh, et donc, on va réserver 15 chiffres. En fait, la façon comment il est codifié, il permet d'avoir 15 chiffres à gauche de la virgule et 4 chiffres après la virgule. Euh, donc voilà pour currency, mais je ne vais pas le tester. Par contre, ce que je vais faire, je vais convertir une chaîne de caractères ou bien un nombre en currency, une expression en général. Donc, ce que je peux faire, c'est afficher le résultat d'une opération, par exemple, point d'interrogation, et puis je transforme le résultat de l'expression en, en une donnée de type currency et en utilisant la fonction CQ. Donc là, c'est pour transformer en currency. Et donc, par exemple, je calcule l'expression 100 divisé par 23. Et là, effectivement, je vois que j'ai 4 chiffres après la virgule. OK? Ici, en fait, pour currency, on dit que la virgule, elle est fixe. Il y a un autre type de réel où la virgule est flottante qu'on va voir par la suite. Ce que je peux aussi faire, c'est transformer carrément une chaîne de caractères. Donc, secure, c'est transformer la chaîne de caractères. Alors, attention, ici, la virgule, c'est-à-dire le symbole, c'est virgule et non pas point. 1, virgule, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Je ferme. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tronqué. Donc, il garde toujours 4 chiffres après la virgule. J'ai donné comme chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, 6, etc. Et là, il a tronqué. Il a vu que pour avoir 4 chiffres après la virgule, il a besoin puisque ça dépasse 5, de passer au chiffre suivant. Et donc, il a mis 1, 2, 3, 5. Donc, voilà pour currency. Alors, si on veut déclarer une variable de type currency, donc on peut le faire, dim, une variable as currency, ou bien il suffit d'utiliser le symbole arrobase, donc dim, par exemple, montant arrobase, il sait que, hein, l'interpréteur, il sait que montant, ça va être de type currency. Alors, le type suivant, c'est décimal, c'est celui-là, il est codé sur 14 octets. 14 octets, ça veut dire 96 bits sans décimal. Donc on peut utiliser en fait tous les bits pour représenter des nombres et par conséquent le maximum qu'on peut avoir c'est 2 à la puissance 96 et c'est ce qui donne cette valeur-là. Hein, très très longue, je suis incapable de la prononcer tellement il y a des chiffres. Je peux avoir aussi en fait, des chiffres après la virgule, c'est un réel. OK? Et puis, décimal, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je cherche s'il n'y a pas de... Non, s'il n'y a pas de symbole pour dire que ça, c'est décimal. Mais en fait, on
on va voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il n'y a pas de type décimal. Donc, on va créer une procédure test décimal et on va dire dim d as décimal et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de type décimal, ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déclarer comme variant, hein, comme variant, ou bien ne rien dire, dim d, et dans ce cas, ça va être un variant. Et puis, par exemple, dire que d, qui va être de type décimal, on va utiliser, comme tout à l'heure, une fonction qui transforme le résultat d'une expression, d'une chaîne de caractères voilà, en décimal. Voilà, et donc là, je vais l'imprimer au niveau de la fenêtre d'exécution, debug.print d. Voilà, j'efface la fenêtre d'exécution et j'exécute. Pour voir effectivement qu'il s'agit de type décimal, je vais placer un point d'arrêt juste après l'initialisation de D. J'exécute et je lance la fenêtre des variables. Et qu'est-ce que je vois là? Que c'est un variant, mais de type décimal. Donc, décimal en soi, ça n'existe pas, mais c'est un sous-type du type variant. Ce que je peux faire aussi, hein, c'est initialiser, plutôt transformer une chaîne de caractères. Par exemple, D égale à C décimal et chaîne de caractères 1,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Et je fais de même. Je vais imprimer le contenu de cette variable. J'efface la fenêtre d'exécution et j'exécute la fonction test décimal. OK, je continue. Je n'ai pas besoin de m'arrêter. Et voilà. Et donc, contrairement à currency, on voit que c'est exactement le chiffre que j'ai introduit. Donc, il ne tronque pas. Il ne se limite pas à 4 chiffres après la virgule. Donc, voilà. Le type suivant, c'est un réel en virgule flottante. Donc, le premier, c'est single. Il est codé sur 4 octets. Et le deuxième, c'est double, qui est codé sur 8 octets. Alors, par rapport au réel à virgule fixe, en fait, ici, la virgule va être flottante. Il y a plusieurs manières d'exprimer le même nombre. Donc, par exemple, 123,123, ça peut aussi s'écrire 1,2323, 10 à la puissance 2, ou bien 0,123, 10 à la puissance 3, etc. Et donc, un nombre réel en virgule flottante, en général, ça s'écrit comme le signe, plus ou moins, fois une mantis, fois la base, qui est en général 10, à la puissance un exposant. Et donc, si je clique sur single pour voir quelles sont les valeurs possibles, etc. Et donc là, je vois que pour les valeurs négatives, ça peut aller de ce chiffre-là, moins 3,4 10 puissance 38 à moins 1,4 10 puissance moins 45. Et pour les valeurs positives, de 1,4 10 puissance moins 45 à 3,4 10 puissance 38. Et si on a besoin de plus pour faire des calculs dans l'ensemble R, etc., en fait, il y a le double, hein, qui peut aller beaucoup plus loin. L'exposant, il est très... pour les valeurs négatives, ça va de 1 moins 1,79 10 puissance 308 à moins 4,9 10 puissance moins 324. Et pour les valeurs positives, de 4,9 10 puissance moins 324 à 1,79 10 puissance 308. C'est vraiment des nombres qui sont très grands. Et pour déclarer par exemple une variable de type double, il suffit
de utiliser le dièse comme suffixe. Donc voilà. Et puis il y a le variant. Le variant qui peut prendre n'importe quel caractère. Alors en fait, bon, je vais revenir sur le premier exemple. Donc ici, i est variant. Entre parenthèses, bon, je vais... si je veux, en fait, ne pas exécuter cette boucle, parce que ça prend, par exemple, beaucoup de temps, etc. Alors, il est inutile de commenter ligne par ligne. Hein. Ce qu'on peut faire, c'est prendre toute la sélection et puis afficher un menu qui s'appelle édition. Et là, on a la possibilité soit d'ajouter un commentaire plusieurs fois, ou bien ne pas commenter. Donc, retirer le guillemet qui fait que la zone sélectionnée, le texte sélectionné est un commentaire. Donc voilà. En fait, ce que je peux faire, c'est debug.print, c'est au lieu d'afficher la valeur de i, ce que je peux faire, c'est utiliser la fonction varType qui me donne le type de la variable. Après, je vais dire i égale à 0. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'afficher le type une fois nous avons déclaré i comme variant ici. Okay. Après, on l'initialise à i égale 0 pour voir est-ce qu'on va garder le même type. Ou bien, i égale une chaîne de caractères, mais la chaîne de caractères, en fait, ça peut être transformé en chiffres. Par exemple, 0 entre guillemets. C'est une chaîne de caractères et je vais faire la même chose. OK, voilà. J'efface la fenêtre d'exécution et j'exécute cette... voilà. Donc, dans le premier cas, j'ai 0. Dans le deuxième cas, 2. Et dans le troisième, 8. Et donc, je vois en fait que, bon, c'est pas la même chose en fonction de l'état de la variable. Donc, quand la variable, on vient de l'initialiser, je vais afficher les variables locales. Donc ici, je vois qu'il est vide. Et donc, vraisemblablement, 0 veut dire empty ou bien vide. Après, j'exécute l'année suivante, je vais l'initialiser, voilà, i égale 0, et maintenant, ça devient un entier. Et c'est ce qui correspond à 2. Après, je vais réinitialiser i en mettant 0 entre guillemets, donc c'est une chaîne de caractères, et c'est effectivement le cas, voilà, c'est un variant, mais du type string. Où est-ce que je peux trouver la signification de toutes ces valeurs, 0, 2, 8 ou autres? Donc, en mettant le curseur sur varType, la fonction varType, en appuyant sur F1 pour demander de l'aide, effectivement, je vois que 0 correspond à empty, donc une valeur ou bien une variable qui n'est pas initialisée. 2, c'est pour entier. Puis 8, c'est un string, une chaîne de caractères. Et puis les autres qu'on verra, bon, d'autres que nous avons déjà vus, double c'est 5, currency c'est 6, single c'est 4, long c'est 3, etc., etc. Donc voilà pour varType. Et donc je peux l'utiliser par exemple pour ne pas en fait faire une opération, ou plutôt faire une opération dans le cas où une variable est d'un type particulier. Par exemple, quand une chaîne de caractères, je ne vais pas faire de calcul ou je ne sais pas moi quelle est la situation qu'on peut rencontrer où on peut avoir besoin d'utiliser cette fonction varType. Alors, le type suivant, c'est object. En fait, ça peut désigner n'importe quel object sur Excel ou bien un objet qu'on crée nous-mêmes, etc. Je vais créer une fonction sub test object, objet.
OK, voilà, la cookie est créée. Je vais par exemple déclarer je vais l'appeler feuille par exemple, dim feuille as object. Voilà. Maintenant, ma variable feuille va désigner un object. Alors, pour initialiser un object, on va utiliser le set. Set, le nom de l'objet, égale quelque chose. Alors, il y a une collection, on va voir les collections après. Worksheet 1. Voilà. Je dis, tu affectes à l'objet feuille la première feuille de calcul qui se trouve naturellement, bien sûr, dans ce classeur, dans le classeur. Sinon, il faut spécifier dans quel classeur, etc. Donc, voilà ma feuille. Elle est initialisée. Donc, pour une variable normale, on met le nom de la variable égale la valeur, mais pour les objets, il faut mettre set objet égale valeur. Et donc, qu'est-ce que je vais faire, par exemple, pour cette feuille? On va afficher, par exemple, le nom. Et donc, je vais mettre debug.print feuille. C'est un nom, c'est un objet, et l'objet, il a plusieurs méthodes et surtout plusieurs propriétés. Parmi les propriétés feuille, il y a name. Alors, comment je sais que ça marche? En fait, vous avez remarqué que j'ai tapé name en minuscule, et lorsque je vais quitter l'édition de la ligne, le name il va se transformer en name avec N en majuscule. Donc, j'exécute, et là, qu'est-ce que j'ai? Je récupère le nom de la feuille. Donc, effectivement, la feuille s'appelle feuille 1, tant mieux. Donc voilà comment, par exemple, travailler, récupérer dynamiquement le nom de la feuille. Donc ce que je peux faire, par exemple, aller là et changer le nom en test, revenir là, j'efface la fenêtre d'exécution, réexécuter le code et voilà, j'ai récupéré dynamiquement le nom de la feuille. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire? Ce que je peux faire aussi, c'est aller sur Excel, ajouter une deuxième feuille, revenir dans mon code et puis exécuter. Et là, ça ne va rien changer, hein. J'ai toujours test. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à récupérer la première feuille, hein, et la première feuille, c'est toujours test. Par contre, ce qu'on va faire, on va changer l'ordre. Et donc, je vais mettre feuille 2 en premier et réexécuter le code. Et là, c'est différent. Donc, j'exécute et voilà, je récupère maintenant feuille 2 parce que c'est la première feuille dans la chaîne. C'est la première feuille de ma chaîne, comme je le vois ici. Feuille 2, puis test. Et donc, la première, c'est feuille 2. Voilà. Donc, si je réexécute, je vais récupérer maintenant la première feuille qui est test. Alors, le type suivant, c'est string. Et là, je vois que ça peut être une longueur de longueur variable ou bien longueur fixe. Donc, on va revenir sur notre programme, notre test objet. Et là, je vais introduire une variable. Par exemple, je vais l'appeler nom, un string. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais mettre dans nom égale ça. Je vais mettre dans le nom de la feuille et je vais afficher la variable nom. Ok, donc je vais récupérer d'abord le nom dans la feuille et puis je vais l'afficher. Voilà, ça marche. Donc j'ai récupéré le nom dans la variable nom et je l'ai affiché. Alors pour fixer la taille, je vais mettre étoile 5. Étoile 5, j'exécute. Bon, j'efface d'abord la fenêtre d'exécution.
j'exécute. Et là, j'ai récupéré le nom. Bon, je vais, par exemple, ajouter une chaîne de caractères d'abord. On devait dire, par exemple, nom fichier. Et puis, je le concatène avec le et commercial avec feuille 1. Et j'exécute. Et la surprise, en fait, ce qu'il a fait, il a récupéré 5 caractères. Pourquoi? Parce que j'ai mis une limite quant à la taille de la variable nom. Donc, étoile 5, ça veut dire vous vous limitez, vous tronquez le reste. Hein. Vous prenez 5 caractères et le reste, vous l'oubliez. Si je remplace 5 par 50, alors là, je vais récupérer le nom complet. Voilà. Donc, on a dit il y a deux façons de faire, soit variable, la taille et les variables, en fonction de ce qu'on donne comme contenu, et fixe. En fait, on limite la taille de la chaîne de caractères qu'on peut mettre dans une variable donnée. Alors, je voudrais faire plutôt, par exemple, je veux afficher ça, le nom de fichier. Hein, là, il y a 50 caractères. Le reste, c'est ça. Je veux afficher le résultat comme ça. Nom de fichier. Et entre guillemets, je donne le nom de fichier. Alors, la première façon de faire, bon, je peux dire, OK, bon, ce qu'on va faire, on va ajouter un guillemet ici. Et puis, on concatène avec un guillemet entre guillemets. OK, on va tester, on va voir si ça marche. J'exécute. Et là, ce qu'il a fait, catastrophe. Donc, en fait, ce qu'il a considéré, hein, nom de fichier, c'est la première chaîne de caractères. Et puis, voilà la première chaîne de caractères, il l'a reproduite. Et puis, ça, il l'a considéré en fait comme chaîne de caractères. Hein, texto. Donc, voilà, guillemets, espace, et commercial, etc. etc. Et ce n'est pas ce que je veux. Alors, en fait, lorsqu'il y a un guillemet dans une chaîne de caractères, et pour qu'il soit considéré en tant que caractère et non pas comme délimiteur, il faut le doubler. Alors, on va tester. D'accord. J'exécute. Et là, ça marche. C'est ce que je voulais. Alors, il y a une autre façon de faire, c'est de... parce qu'en fait, tous les caractères utilisés en VBA, ils sont codés dans une table qu'on appelle la table ASCII. Bien, un caractère, il a un code ASCII. Par exemple, et là, il y a deux fonctions qui sont très importantes. Il y a la première fonction qui s'appelle ASC, ask n'importe quel caractère. Il donne en fait le code ASCII du caractère qu'on a spécifié. Par exemple, si je dis ask de A, c'est 97. Donc le caractère A, il a comme code ASCII 97. Le A majuscule, son code est différent, il est inférieur en fait, c'est 65. OK? Et, et par conséquent, en fait, si j'utilise la fonction CHR, qui a besoin en fait du caractère ASCII. Si je dis 97, il va afficher le A minuscule. Voilà. Si je demande à afficher le 65, ça va donner le A caractère. Et donc, il suffit de chercher le code ASCII de guillemets. Et comme on l'a dit, à chaque fois qu'il y a guillemets, pour ne pas être considéré comme délimiteur, il suffit de le doubler. Et là, j'obtiens 34. Et donc, si je demande point d'interrogation ask 34, en fait, ça va donner le... Non, pas ask. CHR. Le caractère qui correspond au code 34, c'est le guillemet. Et donc, ce qu'on peut faire comme deuxième solution, je vais garder le debug. Le premier, ça va afficher
le résultat sans utiliser la fonction CHR. Alors là, ce que je vais faire, je vais dire, OK, tu prends le nom du fichier comme chaîne de caractères, tu le concatènes avec la fonction CHR34, qui est le guillemet. Après, tu ajoutes le nom et après, tu fermes avec le CHR34. Et on va afficher le résultat. Et on va trouver exactement le même résultat. Je vais d'abord effacer la fenêtre d'exécution. Voilà, c'est exactement le même résultat. Alors, on en arrive aux variables de type date. Pour cela, je vais créer une fonction, une subroutine, test date. Voilà. Je vais déclarer une première date as date, virgule, une deuxième date as date. Voilà. Après, je vais peut-être initialiser D1. Alors, il y a une fonction qui s'appelle cdate, qui permet de changer une expression en date. Et donc là, je vais dire, par exemple, le 6/11, le 6 novembre 1975, c'est le jour de la marche verte. OK? Et donc, D2, je mets la date d'aujourd'hui. OK? Et peut-être, ça m'intéresse de savoir le nombre de jours entre la date d'aujourd'hui, entre aujourd'hui et le jour de la marche verte, le 6 novembre. J'exécute. Et là, voilà le résultat. 17 193, etc. Alors, imaginons que je sois né le 1er janvier 2000. Je peux connaître le nombre de jours que j'ai vécu. 8361. Il y a 8371 jours qui se sont écoulés entre le 1er janvier 2000 et la date d'aujourd'hui. Ce que je peux faire, une question intéressante, pourquoi j'ai écrit dim D1 as date, virgule D2 as date, certains peut-être ils vont dire pourquoi ne pas écrire en fait la date comme ça. Alors, je vais ajouter un point d'arrêt, exécuter pour voir en fait ce que nous avons fait. Donc, variable, et qu'est-ce que je vois? En fait, D1, comme ça, elle est de type variant, ce n'est pas une date. OK? Donc, dim D1, virgule, ça veut dire on a terminé la déclaration, puisqu'on n'a rien spécifié, donc D1, il va être de type variant. Virgule, D2 as date, donc on a spécifié comme type date à D2, et là, c'est fait. Et automatiquement, il est initialisé à 0. Alors que variant, il est initialisé à vide. Et donc, c'est très important de ne pas faire ça, de spécifier à chaque fois, si on veut spécifier le type, même si on a plusieurs déclarations sur la même ligne. OK, dim, première variable comme un type X, virgule, deuxième variable comme type Y, etc. etc. Maintenant, si j'initialise D1 à 1 pour voir quel est le début. Et donc là, je vais commenter cette ligne et je veux voir quel est le contenu de D1. J'ai mis 1 dans D1 et là, ça va m'afficher une date. Et donc, voilà. Je n'ai pas commenté cette ligne, c'est pas grave. Et donc, ça veut dire que 1 correspond au 31/12/1899.
hein, comme sur Excel, en fait, là-bas, c'est le 1er janvier 1900. Et en fait, D, qui est une date, c'est un nombre de jours. Et le nombre, il peut être avec une fraction, comme on va le voir. Le nombre de jours qui se sont écoulés entre une date de référence qui est le 1er janvier, pour simplifier, 1er janvier 1900. Alors, le 31-12, alors imaginons que on voudrait afficher cette date, bien que ça soit un système français. En fait, si j'exécute le même programme sur une version en anglais, il va la présenter différemment. Ça va s'afficher le 12-31 1899. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons, ils donnent d'abord le mois, puis le jour, puis l'année. Et donc, je peux forcer ça, ok, en utilisant la fonction format. Donc, je vais dire, ok, je recopie ça, et je dis, c'est format. Donc, je formate D1 sous forme. Je donne le mois, virgule, ou la slash, date, day, c'est le jour. Et puis, je termine avec l'année sur 4 chiffres. Et voilà. Donc, j'exécute. Bon, j'efface. Et j'exécute. Et je vois, là, j'ai mimiqué la façon de faire des anglo-saxons. Il y a d'abord le mois, etc. Si je demande à afficher le jour suivant, ça va être le 1er janvier 1900. Voilà, effectivement, c'est le jour suivant. Et là, dans la fonction format, je demande à afficher le format, à changer le format de la date, M avec une seule lettre, M, puis D, le jour avec une seule lettre, et 4. D'ailleurs, je peux faire ça, hein, et ça marche. Mais on va avoir un problème de l'année parce qu'on ne va pas savoir s'il s'agit de 2000 ou 1900, etc. Alors, quand j'ai ôté la lettre M, en fait, je demande à afficher le mois sur un chiffre et le jour en utilisant un chiffre, et l'année, je vais restituer les 4 chiffres. Et là, ça va, j'efface d'abord, ça va s'afficher correctement. Je n'étais pas dans le corps de la procédure. Voilà, ça marche. Alors maintenant, si on a besoin de 2 chiffres, est-ce que, en fait, il va tronquer? Alors, vérifions. Non. En fait, avec un seul M, on dit si le résultat peut être affiché sans 0 au début, on le fait. Sinon, si on a besoin de 2 chiffres, comme le mois 10, 11, 12, on va l'afficher correctement. La même chose pour D. Quand on dit D, c'est systématiquement 2 chiffres qui sont affichés, même si on a besoin d'ajouter un 0 au début. Donc là, on va mettre +1 pour se retrouver au 1er janvier. Et voilà. Donc maintenant, le jour utilise un 0 au début. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à afficher le jour en utilisant deux chiffres. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? En fait, je peux jouer avec les chiffres comme je veux. Par exemple, je peux dire vous m'affichez le jour en toutes lettres. Bon, c'est comme ça qu'on l'exprime. OK. Puis MMM, MM, YY.
là aussi, ça va marcher. Alors, qu'est-ce que je demande? Je demande à afficher le jour en toutes lettres, le jour qu'il fait, le mois en toutes lettres, puis le mois, et puis l'année sur 4 chiffres. Voilà. Donc, le 1er janvier 1900, c'était un lundi. OK? Alors, il y a une façon plus simple de faire, de montrer ça correctement. C'est ce qu'on appelle long date. On va voir comment le monter soi-même. Voilà, j'exécute. Et avec long date, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jour en toutes lettres, le jour qui fait, le mois, etc. Et donc, pour faire ce que nous avons obtenu avec long date, donc il suffit de dire c'est le jour, puis le mois, non, DD, puis le mois en toutes lettres, et puis l'année. On exécute pour comparer les deux, pour voir effectivement que c'est ce qu'on obtient. Voilà. Alors, pourquoi j'ai cette différence? Parce que dans longue date, en fait, on affiche le résultat du jour en utilisant un caractère quand le chiffre est inférieur à 10. Et voilà, maintenant c'est parfait. Alors, est-ce que le D peut contenir des chiffres après la virgule? Essayons 1,5 et voyons voir ce que ça donne. OK? En fait, rien ne change. Ouais, c'est exactement la même chose. Sauf que là, quand on a demandé à afficher D1, alors il y a une partie avant la virgule, il l'a interprété comme le 31/12/1899. Et puis, ce qui est après la virgule, c'est la fraction de 24 heures. 0,5 fois 24 heures, c'est 12 heures. OK? Alors, comment je peux faire pour visualiser ça en utilisant format? Par exemple, donc j'utilise format long date et long time. Donc, il y a une partie qui va être traitée, hein. Le chiffre avant la virgule, il va être traité avec format long date, et ce qui va suivre, il va être traité avec long time. OK, j'exécute pour voir, est-ce que je vais obtenir midi? Effectivement. Et donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est concaténer les deux pour avoir ça. Mais en fait, j'ai plus de finesse, je peux contrôler la façon dont je montre l'information, etc. Donc, j'exécute et j'ai le résultat. Voilà. On va ajouter un espace. Voilà. J'exécute. Très bien. Maintenant, j'ai l'heure. Alors, si par exemple, 75, soit 3/4 de 24 heures, ça va donner 18. Hein. 0,75 fois 24, c'est 18. Et donc là, on va s'attendre à avoir le 1er janvier 1900 à 6 heures de l'après-midi. Effectivement. Voilà. Si je mets autre chose, par exemple 85, alors là, je vais avoir, en plus de 18 heures, je vais avoir la fraction qui reste, il va se traduire par un certain nombre de minutes et de secondes. Voyons voir à quoi ça correspond. Voilà. C'est 0,85 de 24, c'est 20 heures, 24 minutes, 0 secondes.
OK? Donc, si j'ajoute 86, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne des secondes? Effectivement, voilà, ça donne 24 secondes, etc. Donc, je peux jouer avec la date comme je veux. Hein. L'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que je peux avoir un nombre décimal. Ce qui est avant la virgule, ça désigne une certaine date, donc un certain nombre de jours à partir de 31-12-89. Et ce qui est après la virgule, ça représente un certain nombre d'heures, minutes, secondes. Et puis, on va voir le reste des types. Alors, nous avons un type dont nous n'avons pas encore parlé, c'est user defined, donc défini par l'utilisateur. Donc, comme d'habitude, je vais créer une procédure qui s'appelle test type. Et puis, bon, je vais créer un type qui m'est propre. Par exemple, je vais écrire type voiture, c'est-à-dire les données de type voiture. Ce qui m'intéressait, le numéro de matricule comme string, propriétaire, par exemple, la sienne du propriétaire, la marque comme string, et puis la date de mise en circulation au Maroc qui est date. Je valide. OK. Après, ce que je peux faire, c'est déclarer une variable qui s'appelle ma voiture as, et là je vais dire as voiture. Et là, ça va pas marcher. Je trouve pas de voiture. OK? Je trouve pas de voiture. D'ailleurs, pour tester, on va mettre V en majuscule. Bon. En fait, on va exécuter, on va voir. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je vais essayer de gagner du temps. Je vais faire copier-coller à partir de mon fichier. Donc voilà, je déclare ma voiture comme voiture et puis je mets dans le type voiture, donc propriétaire, donc une propriété qui s'appelle propriétaire. Je mets le numéro de ok, le numéro de la CIN de propriétaire, la date de mise en circulation le 1er mars 2000, la marque c'est une Mercedes, le numéro de matricule, etc., etc. Et puis je demande, pour vérifier est-ce que ça a été pris en compte, d'imprimer dans la fenêtre d'exécution le numéro de matricule de ma voiture. Alors c'est là où on va exécuter, on va voir que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il dit? Instruction incorrecte dans une procédure. En fait, les types définis par l'utilisateur, on ne peut pas les mettre dans une procédure. Donc, première tentative, essayons de le mettre, par exemple, en haut, indépendamment de toute procédure. Voilà. Et exécutons la procédure. Là non plus, je n'ai pas le droit. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pour le type défini par l'utilisateur, il faut que ça soit dans un module. Donc, il faut aller dans Insertion module, un module qui est indépendant de toutes les feuilles, etc. Et c'est là où je peux mettre mon, comment dirais-je, mon type. Alors maintenant, revenons dans la feuille. Et là, ce qu'on va faire, je vais déclarer ma voiture as voiture. Et là, je vois que j'ai un type qui a été ajouté qui s'appelle voiture. Maintenant, ça doit marcher. Donc, j'exécute. Effectivement, c'est le numéro de matricule que j'ai mis dans la variable ma voiture. OK?
Donc, si vous voulez, c'est comme un objet qui a un certain nombre de propriétés et que je déclare. Donc, la voiture, ce qui m'intéresse dans la voiture, c'est, et là il faut revenir à la définition, hein, c'est le numéro de matricule, c'est le propriétaire, c'est la marque, c'est la date de mise en circulation, c'est par exemple le type du carburant, etc., etc. Et après, hein, pour pouvoir l'utiliser hein, n'importe où, dans n'importe quelle procédure, dans un module ou dans une feuille, on va dire, on va en fait renseigner toutes les propriétés de type voiture et après on peut en faire ce qu'on veut. En fait, on peut faire mieux. On peut déclarer, imaginons que je suis riche, ok? Et je vais créer un type, par exemple une variable qui s'appelle mes voitures. Puisque j'en ai plusieurs, ça va être un tableau. Alors, par défaut, l'indice d'un tableau sur Excel, il commence à 0. Alors, si on n'a pas l'habitude, donc on préfère peut-être commencer à 1. Pour cela, dans la définition, hein, quand on déclare le tableau, on va dire 1, tout, je ne sais pas moi combien j'ai de voitures, limitons à 3. Et voilà, as voiture. Ok, donc j'ai un tableau de voitures. Et là, ce que je peux faire, c'est introduire la première voiture, la deuxième voiture, etc. Alors, bien sûr, je peux dire mes voitures, entre parenthèses 1, ça veut dire la première voiture, le propriétaire, c'est une chaîne de caractères, etc., etc. Mais il y a une autre façon hein, qui est plus élégante pour introduire ces données, c'est utiliser with and with. Donc voilà, pour ma première voiture, je dis with mes voitures 1, point propriétaire, c'est le même, date de mise en circulation 1er décembre, marque, etc., etc. Et puis, je vais pouvoir dire, par exemple, que ma deuxième voiture, c'est une Hyundai, voilà le numéro de matricule, etc. Et alors, le with and with, en fait, ça permet de mettre la variable en facteur. Là aussi, j'aurais pu écrire with ma voiture, voilà. Et puis, je me débarrasse de ma voiture, ma voiture, ma voiture, et je termine avec and with. Voilà. Et j'indente pour améliorer la lecture, etc. Donc voilà ma deuxième voiture. Je vais introduire la troisième. Donc voilà ma troisième voiture. C'est une Jeep. Alors, je vais afficher, par exemple, les numéros de matricule de toutes mes voitures. Et là, je dois balayer tout le tableau. Hein, tout le tableau mes voitures. Et donc, première façon de faire. Donc, on n'a pas déclaré de i, oui, donc c'est pas grave, je peux le faire ici. Dim i as bytes, c'est un petit compteur, donc je vais utiliser bytes. For i égale à 1 ou 3, puisque j'ai 3 voitures. Next pour fermer la boucle. Voilà. Et puis je vais dire debug.print mes voitures de i point matricule. Et automatiquement, il me montre quelles sont les propriétés associées au type voiture. Et donc, je choisis matricule. OK? Et donc, là, je peux exécuter.
Voilà. Mes voitures, j'ai ces voitures-là. Je peux concaténer donc, et je prends mes voitures de i.marque, par exemple. Et là, je vois chaque matricule, quand est-ce que je l'ai, euh, plutôt quelle marque, de quelle marque il s'agit. Donc, voilà. Donc, voilà pour type. Information importante, je peux définir un type qui m'est propre. Ah, c'est comme un objet qui a plusieurs propriétés, mais il faut le mettre dans un module à part. Et après, je peux le consommer. Je peux déclarer une variable de type, le type que j'ai créé. Alors, dernier type, collection. Donc, je dis par exemple dim call as collection. Je vais avoir besoin d'un compteur as byte par exemple. OK. Ce que je peux dire, c'est instancier, hein. C'est comme un objet, hein. Il a besoin d'être instancié. Donc, set call égale new collection. On va voir qu'on peut déclarer et instancier en même temps. OK. Et puis, je vais dire call dans ma collection. Je vais ajouter premier item, par exemple, Maroc. Et comme clé, donc Maroc, comme clé, je vais utiliser un. Puis, je vais utiliser dans ma collection un autre item, par exemple, Canada. Alors, la collection, ça peut être, par exemple, le groupe, je ne me rappelle plus du groupe dans la Coupe du Monde. Call.add, vous l'avez deviné, Belgique. Et puis, comme clé, 3. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux demander le nombre d'équipes dans cette collection. Debug.print, on va l'écrire en toutes lettres, nombre équipes, et call.count. On exécute pour voir combien d'équipes nous avons introduit dans cette collection, qui peut être le groupe où le Maroc a joué. Il me manque une équipe, je ne me rappelle plus de qui il s'agissait. OK. Alors, tout à l'heure, j'ai dit on peut déclarer et créer en même temps, et instancier. Donc là, ce que je peux dire, c'est ça. Et là, je n'ai pas besoin de cette ligne. OK, donc je déclare et je crée automatiquement la collection. Et voilà, ça marche. Ce que je peux faire, c'est donner en fait toutes les équipes. Alors, par exemple, bon, première façon de faire, on va dire for i égale à 1 to call.count, debug.print, call de i. Voilà, next. OK. On exécute. Et donc là, qu'est-ce qu'on a donné? Les différentes équipes
que nous avons dans la collection col. Maroc, Canada, Belgique, etc. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon de faire. Bon, je vais le préciser ici. Liste en utilisant un compteur. Alors, il y a une autre façon de faire. Debug.print list. Donc, l'inconvénient de cette façon que je viens de faire, c'est que je crée d'abord un compteur. Je vais demander à call, il y a combien d'items déjà introduits dans la collection, etc., etc. Avec, en utilisant la deuxième méthode, for each, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de compteur. Et donc, ce qu'on va faire, on va déclarer quelque chose. Je vais l'appeler élément. Donc, dim élément, variant. Bon. Puisque les équipes, c'est des strings, donc je peux mettre string, je crois. Donc, dim el, for each. OK, for each el in call. Et puis next. Alors, que va faire cette boucle? En fait, dans la variable el, je vais mettre à chaque fois un élément de la collection. Donc, for each element in collection. Donc, la première fois, ça va être le premier item, Maroc, Canada, etc., etc. OK? Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dire, tu m'imprimes cet élément. .print el. OK? J'efface, j'exécute, et voilà. La première liste en utilisant un compteur, c'est Maroc, Canada, Belgique. Et en utilisant for each, Maroc, Canada, Belgique, c'est la même chose. Sauf que là, nous n'avons pas en fait de compteur. On peut avoir 1000, on peut avoir 100, ben, ça ne nous dérange pas. On ne va pas d'abord calculer il y en a combien pour pouvoir balayer l'ensemble des éléments. On va dire, OK, tant qu'il y a des éléments dans call, tu les mets dans EL et tu fais ce qu'on te demande de faire. Alors, est-ce que c'est une collection qui est figée? Non. On va dire call.remove. Remove quoi? Remove 2. OK. Remove 2. Donc, nous avons supprimer un élément. On va voir maintenant. C'est pas la peine de recalculer. En fait, il y en a combien? Donc, for each. Voilà. On va dire CTRL-C. Après suppression. Voilà. Pour voir, il me reste combien? Voilà, il me reste le Maroc et la Belgique. Donc, le fait de dire call remove, et je donne ici la clé. En fait, ce n'est pas le deuxième, j'ai mis ici une clé pour pouvoir y accéder facilement. Donc là, on va supprimer le Canada et je reste avec le Maroc et la Belgique. Donc, voilà. Alors, une dernière chose, je peux déclarer une variable parce que par définition, variable, il doit varier, mais on a besoin de, par exemple, je ne sais pas moi, je vais créer d'abord une constante. Dans VBA, il n'y a pas de constante pi, sinon il faut utiliser en fait worksheet function.pi. Si je n'ai pas besoin d'écrire cette expression kilométrique, je déclare une variable que j'appelle pi. OK? Parce que sinon, il n'y a pas de pi dans VBA. Il faut utiliser cette expression worksheet function.pi. Donc, constante pi,
as single, pour dire que c'est comment dirais-je, c'est un réel, 3,1415,926. Voilà. Alors maintenant, je peux l'utiliser dans mon programme. Par exemple, je vais dire function R cercle. Et là, je vais dire R as single. Je lui donne le rayon et il doit calculer C, CTRL V, égale à pi étoile R fois R, pi R carré. Alors, je vais créer une petite fonction pour de test, subtest. Je ne sais pas si je l'ai déjà, mais bon, on va voir. Je vais dire debug.print R cercle de, par exemple, de 1 pour voir est-ce que je vais obtenir pi. Donc, un disque, c'est pas un cercle. Disque. Je m'excuse. Donc, c'est disque. 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 Voilà. Alors, on va voir si je récupère mon pi. J'exécute la fonction test qui va faire appel à R10. Et là, pi, c'est la constante que nous avons déclarée. Et voilà. Donc, c'est bon, ça a marché. Je peux utiliser le périmètre, par exemple, etc. Et chaque fois qu'on demande pi, en fait, ça va être remplacé par la valeur que j'ai mis ici. Donc, voilà. Merci pour votre attention.